50 ans de révolution dans les rapports hommes-femmes. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui, comme je vous l'avais mentionné dans la chronique d'actualité de mercredi, je vais analyser, faire un petit résumé, mais aussi une analyse donc du documentaire de Zone Interdite qui est paru le dimanche 26 mars et qui s'intitule Sexe, famille, pouvoir, 50 ans de révolution dans les rapports hommes-femmes. Je crois que l'émission durait à peu près un petit peu moins de 2 heures, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite parce que... Ah non, même pas. 1h40. Donc ça durait à peu près 1h40 et c'était surtout un petit peu pour faire comme... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, comme une fresque un peu historique depuis le début du siècle jusqu'à... ou depuis... Ouais, bon, si on part quand même de choses qui se passent avant 1945, je crois, mais bon, en gros, à peu près depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, comment étaient les rapports hommes-femmes autrefois, comment ils ont évolué, quelles ont été les pistes... comment ils se sont améliorés, quelles sont encore les pistes d'amélioration, etc. Il y a les rapports amoureux qui sont mentionnés, il y a certaines choses du point de vue professionnel, salarial, etc. Il y a aussi on parle un peu de politique, de répartition des tâches ménagères, du travail de la femme, de finances, voilà, plein de choses, beaucoup d'aspects en tout cas de la vie des hommes et des femmes. On parle également de contraception. Enfin, j'ai un petit peu tout noté, donc je viens de le regarder là il y a 1 heure. J'ai pris pas mal de notes en le regardant pour pouvoir vous faire un peu une restitution, mais le but étant plutôt d'analyser, d'essayer d'en tirer certains enseignements et de vous dire ce que j'ai trouvé intéressant ou moins intéressant. Je ne vais pas tout mentionner et tout analyser de façon exhaustive, bien sûr, mais là le but c'est vraiment de prendre... de prendre certains aspects, certains points particuliers et de les mettre en exergue de façon générale. D'ailleurs, je vous mets le lien de la rediffusion, de l'émission en rediffusion, je vous la mets en barre d'informations. Alors malheureusement, très souvent, au bout de quelques jours, c'est payant ou alors ça disparaît du site. Mais enfin, j'espère que vous la retrouverez quelque part, cette émission, si elle vous intéresse. Donc j'allais dire de façon générale, la tonalité m'a plutôt plu, notamment quand on parle de certaines choses autrefois. Sur la toute première partie du documentaire, j'ai trouvé que c'était plutôt respectueux, pas moqueur ni quoi que ce soit. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais au début, en tout cas, c'était assez agréable de voir que ça restait, le ton restait plutôt objectif au début. Je parle du début. Et de façon générale, le documentaire n'était pas trop agaçant. Autant parfois, vraiment, je me force à écouter, à lire, à regarder certaines choses pour vous, pour... ma culture générale, j'allais dire, pour apprendre justement à analyser, voir ce qu'on peut en tirer, etc. Mais vraiment, ça me fait mal aux yeux, mal aux oreilles. Là, honnêtement, c'était plutôt intéressant, même si, bon, il y a beaucoup de choses, évidemment, c'est pas qu'elles sont inexactes, mais bon, vous comprendrez plus tard avec mon analyse, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu rageant, et on a envie de dire, non, mais va jusqu'au bout de ta logique, et tu comprendras, ou prends juste fais juste 2-3 pas en arrière, essaye de prendre du recul, de t'élever un petit peu, et tu verras que t'as pas fait toutes les connexions encore. Voilà, toujours cette histoire de pompier pyromane. Mais il y a eu beaucoup de choses intéressantes, donc je vais commencer en ordre chronologique. J'ai tout noté sur un bout de papier. Je vais barrer au fur et à mesure ce dont je vous ai parlé, comme ça je suis sûre de ne pas me répéter et de ne rien oublier. Alors au tout début, le documentaire commence par nous montrer 3 femmes d'un certain âge, je dirais qu'elles ont entre 80 et 85 ans, et qui étaient toutes les 3 mères au foyer, qui n'ont pas eu de travail rémunéré en dehors de leur foyer, qui ont eu plusieurs enfants et qui donc parlent un petit peu de ce qu'était la vie autrefois. Et elles parlent de 2 choses intéressantes. Il y en a une que je connaissais, l'autre non. Elles parlent des écoles ménagères que certaines femmes, d'après ce que j'ai compris, privilégiées. Enfin, c'était vraiment plutôt un privilège, une fierté pour les parents de mettre leurs filles dans ces écoles-là. Donc les écoles ménagères, ça je connaissais, donc c'est pour apprendre
tout ce qui est ménage, repassage, entretien du linge, cuisine, s'occuper des enfants, puériculture, etc., organiser sa maison. Elles font même des mathématiques pour apprendre à bien gérer le budget de la famille, etc. Bon, autre chose que je ne connaissais pas, par contre, c'était un concours organisé par les AFC, d'après ce que j'ai compris, le concours de la fée du logis, et c'était un concours qui récompensait celle qui était la meilleure fée du logis, alors je sais pas trop en quoi consistaient les épreuves, mais bon, entre, voilà, pareil, ménage, puériculture, entretien du linge ou autre, c'était un concours assez important et qui faisait la fierté des familles. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ces 3 femmes-là, qui ont donc entre 80 et 85 ans, ne regrettent absolument pas. Je crois qu'elles n'ont pas dit une seule chose de négative par rapport à leur vie d'autrefois, quoi, de jeunes femmes, adolescentes, jeunes mères, jeunes épouses. Je crois que je n'ai... Alors que bon, on se doute que les journalistes devaient un peu tendre la perche ou poser des questions pas forcément tendancieuses, mais voilà, tout simplement personnellement, j'aurais été journaliste, j'aurais posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez, est-ce qu'il y a quelque chose qui était difficile, est-ce que vous feriez les choses autrement aujourd'hui, est-ce que vous enviez les femmes à l'heure actuelle, enfin, vous voyez, ce qui est normal, et en fait, pas du tout, elles ne disent rien de négatif, et au contraire, elles plaignent leurs filles et leurs petites filles, et elles disent plusieurs fois qu'elles étaient heureuses, qu'elles étaient bien plus heureuses que leur fille, par exemple, que leur propre fille, ou leur petite fille, je crois, n'avait pas encore d'enfants ou n'était pas mariée, mais par rapport à leur fille, tu sais, on était beaucoup plus heureuses. Là, je les vois, elles courent partout, l'école, les enfants, etc. Et elles n'ont le temps de rien faire. Leurs enfants sont souvent seuls, elles ne peuvent pas s'en occuper. Nous, nos enfants étaient bien plus heureux, etc. Mais elle le dit sans jugement, sans méchanceté, sans rien du tout. C'est vraiment un constat, j'allais dire, de bon sens par rapport à la vie qu'elles ont eue. Et puis j'allais dire, finalement, les femmes doivent faire la même chose qu'autrefois, mais en plus avec une carrière, quoi. Donc oui, s'occuper de la maison, des enfants et de je ne sais quoi. Et même s'il y a les maris répartition des tâches, on en reparlera plus tard, mais même en admettant que les hommes prennent les 50% des tâches ménagères à leur charge, et bien en fait ça sera toujours plus à faire que de faire 50% des tâches ménagères plus avoir une carrière à l'extérieur de la maison, ça sera toujours plus que d'être simplement, entre guillemets, mère au foyer. Donc c'est sûr que ça n'est pas facile, mais elles ont un regard vraiment ni vous savez, parfois il y a des personnes âgées qui, autrefois c'était génial, c'était super, c'était mieux, et aujourd'hui tout est pourri. C'est ni ce regard-là, ni... c'est vraiment un regard que je trouve assez lucide, et il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Donc c'est ça qui m'a plu. Vraiment, je vous dis, le début de ce documentaire, le ton, en fait, m'a beaucoup plu. Donc ça, je vous l'ai dit. Donc elles répétaient bien que l'école ménagère, c'était des choses qu'elles apprenaient et qui étaient utiles toute leur vie. Et elles étaient, très fières de pouvoir faire ces écoles ménagères ou le concours de la fée du logis. Et leurs parents aussi étaient fiers. Ils racontent des anecdotes. Un père qui s'est fait offrir sa demi-journée de travail par son employeur, qui lui a dit « Non mais allez féliciter votre fille et passer du temps avec elle » parce que sa fille était arrivée 6e au niveau national ou régional, je ne sais plus, de ce concours de fée du logis. Et bon, voilà, c'est vrai que c'est pas la même chose. Elle précise aussi, elle répète que le travail à la maison avait de la valeur, et elle le dit, on sent avec un brin de nostalgie, parce que c'est vrai qu'à notre époque, le fait d'être mère au foyer ou tout ce que les mamans font à la maison, on a l'impression que ça n'a aucune valeur. Pourtant, pour faire toutes ces tâches à la place d'une maman, il faut payer des gens pour le faire, que ce soit une femme de ménage, que ce soit quelqu'un qui cuisine, une nounou pour s'occuper des enfants, donc oui, ou quelqu'un qui fasse les courses pour vous. En tout cas, ce sont des choses valorisées financièrement. Par contre, quand c'est la maman qui le fait, on a l'impression que ça n'a aucune valeur, alors que c'est vrai que je n'y avais pas pensé sous cet angle-là, parce que on y pense plutôt dans le sens, autrefois, voilà, les femmes étaient toujours très soumises, très malheureuses, très invisibilisées en quelque sorte, et elles faisaient leurs tâches parce qu'elles étaient obligées, mais il n'y avait aucune reconnaissance, alors que c'est vrai que je pense, alors il y avait certainement des moments pas faciles à vivre non plus, mais je pense que c'était quand même plus valorisé d'être au foyer, vous voyez, il suffit de le voir avec ces écoles ménagères ou ces concours-là. C'est vrai que le travail à la maison avait beaucoup plus de valeur. Quand on voit les petites filles
des petites filles d'une des 3 dames, elle dit bah voilà, mamie elle sait tout faire quoi. Et elle dit moi je l'appelle l'encyclopédie vivante parce que elle sait coudre, elle sait cuisiner, c'est toujours hyper bon, etc. Et elle dit moi je sais même pas tenir une aiguille quoi. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est pas du tout valorisé. Elle dit que la petite fille, donc qui est plutôt de notre génération, voire un peu plus jeune que moi, qui disait que c'est pas trop valorisé, tout ce que sa mamie sait faire, c'est beaucoup moins valorisé à l'heure actuelle, alors que c'est super important et super utile. Autre chose qui m'a fait un peu pas tilté, mais je me dis tiens, ils ont juste dit une phrase comme ça et ne se sont pas éternisés. Et en fait, c'était la voix off qui disait voilà, autrefois, donc les garçons, les filles étaient à l'école jusqu'à je sais plus quel degré de quelle classe, et ensuite vers 14-15 ans, les filles allaient en école ménagère et les garçons allaient travailler à l'usine. Et en fait, c'est une petite phrase, mais vous voyez, souvent les féministes sont en train de plaindre toutes ces femmes qui avaient des vies horribles, malheureuses, qui devaient être soumises, qui ceci, qui cela, enfin, ne dressent qu'un portrait complètement noir de ces époques-là. Alors je ne dis pas que tout était blanc ou rose non plus, mais bon, pas non plus au point de dire que tout était affreux. Et par contre, le fait que les garçons à 14 ans allaient travailler à l'usine, ça c'est marrant, on n'entend pas trop les féministes râler là-dessus ou dire quoi que ce soit, parce que on nous peint souvent le tableau comme quoi les hommes avaient tout le pouvoir, tous les pouvoirs, avaient le droit de vote, tenaient les finances du foyer, etc., etc. Les hommes avaient la belle vie finalement, c'était des oppresseurs qui avaient les bras croisés toute la journée, alors que quand on regarde la réalité des choses, déjà le droit de vote, certaines catégories sociales l'ont obtenu extrêmement tard. Chez les hommes aussi, je veux dire, il y avait une vie pas facile au niveau du travail, etc. Donc, je veux dire, c'est pas comme si c'était tout rose pour les hommes et tout noir pour les femmes, ou inversement. C'était, voilà, chaque sexe avait aussi sa part de difficultés et de choses plus agréables, n'est-ce pas? Et au tout début, il y a quand même la voix off qui dit « La vie des femmes se résumait à une seule chose, le foyer ». Bon, ça c'est la phrase où j'ai trouvé un peu comme si c'était, comme si c'était triste, horrible ou je ne sais quoi, que les femmes s'occupent de leur foyer ou que leur vie se résume à un foyer. Enfin, se résumer, on a l'impression que c'est quelque chose de restrictif, comme si c'était très dévalorisant, alors que s'occuper d'un foyer, il y a tellement de choses à faire et surtout ça a tellement d'impact en fait. Oui, certes, c'est peut-être votre foyer, votre époux, vos enfants, mais le rayonnement est tellement beaucoup plus grand et en fait vous formez, vous éduquez des personnes qui vont faire la future société. Donc évidemment, c'est pas du tout simpliste comme ça et c'est super important, bien évidemment. J'ai appris pas mal de choses sur certaines dates, certains pourcentages, etc. Des choses intéressantes, j'ai essayé de noter, notamment que la mixité scolaire était apparue à partir de 1965. Alors là, j'ai juste relevé une phrase, ils interviewaient il y a eu beaucoup ce documentaire de zone interdite a été jalonné de pas mal d'extraits dont je vous parle régulièrement, des archives un peu de l'INA, etc., où on voit des très vieilles interviews, des vieux reportages qui datent vraiment de plusieurs décennies. Et là, on voit notamment à l'occasion donc de cette, alors je sais pas si c'était une loi ou si ça s'est fait naturellement ou quoi, mais par rapport à la mixité scolaire. Et donc il y a des enfants qui sont interrogés pour savoir ce qu'ils en pensent. Et on entend un enfant qui dit, un garçon je crois me souvenir, qui dit mais les garçons et les filles, on est pareil, donc c'est bien normal que... Enfin, pourquoi est-ce qu'on serait séparés et pourquoi on n'aurait pas les mêmes cours? Et en fait, c'est intéressant de voir qu'avec le recul, on se rend compte que le système scolaire actuel n'est pas du tout fait pour les garçons. Je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque j'en avais déjà parlé dans d'autres chroniques et podcasts. Mais non, en fait, garçons et filles, évidemment, nous ne sommes pas pareils. Et même en parlant strictement d'éducation et de scolarité, encore moins. Donc oui, je crois que je vous en avais parlé surtout quand je vous avais mentionné le podcast de Charles et Emmanuel Gave, je crois, de mémoire. Et il me semble que c'était à cette occasion-là que je vous en avais parlé. Et effectivement, le système n'est pas adapté aux garçons et on se rend compte que vouloir la mixité, ne serait-ce que de ce point de vue-là, n'est pas forcément bon. Alors ensuite, je sais plus à quel moment du reportage, là je vous fais vraiment dans l'ordre chronologique, mais un petit peu après,
je crois que c'est toujours au début parce en tout cas, on voit la discussion entre les petites filles de cette dame. J'ai pas retenu son prénom, de cette vieille dame, et donc c'est un peu repas de famille, hein, à l'occasion duquel Zone Interdite pose des questions, et là un petit peu dans les coulisses. Et là, le sujet vient sur le divorce, et elle dit le divorce a été autorisé en telle année, et après d'un coup explosion des divorces, tous les couples se séparent, etc. Encore pire à l'heure actuelle, mais bon, même à cette époque-là, d'un coup. Et en fait, il y a une des filles qui dit non, mais l'échec c'est de rester en couple alors que tu es malheureux. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que déjà le bonheur, l'amour, etc., ça se travaille, que déjà ça se réfléchit avant de se marier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne divorceraient pas si elles y avaient réfléchi à 2 fois et qu'elles avaient une vraie préparation au mariage. Il y a aussi les grâces du mariage, bien sûr, quand on se marie à l'église et qu'on reçoit le sacrement de mariage catholique devant Dieu, c'est sûr que ça fait des grâces pour aider. Et puis la mentalité, effectivement, n'est pas la même, et avec le divorce que l'on peut très facilement obtenir à l'heure actuelle, effectivement, ça ne donne pas envie de faire beaucoup d'efforts ou d'essayer de se battre pour son couple. Évidemment, ce sont des généralités dont je vous fais part, mais c'est vrai que le divorce a changé un petit peu l'état d'esprit des gens, je pense. Et l'échec, c'est de rester quand tu es malheureux. Je suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Alors ça dépend, si tu te fais battre, etc. Bon, ça c'est des situations particulières, mais de façon générale, voilà, je pense que les gens n'apprennent plus à se battre pour leur mariage, et c'est bien triste. Alors après, évidemment, viennent des considérations économiques. 20% des femmes qui divorcent tombent dans la précarité contre seulement, entre guillemets, 8% des hommes. Donc après un divorce, 8% des hommes tombent dans la précarité contre 20% des femmes qui tombent dans la précarité. Et c'est vrai que c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Alors pour moi, c'est encore une fois le pompier pyromane. On est dans une société qui prône à tout va la liberté, la libération, chacun fait ce qu'il veut quand il veut, on est d'éternels adolescents, voire d'éternels enfants. Plus personne ne prend aucune responsabilité, rien n'est durable, et après on n'en assume pas les conséquences. Donc oui, effectivement, on est fragilisé et on peut tomber dans la précarité quand on divorce, mais du côté des hommes aussi, mais ils l'ont mentionné heureusement. Et c'est vrai que ça n'est pas ça n'est pas évident, mais en même temps, voilà, on veut tout, on veut le beurre, l'argent du beurre, et on veut pouvoir tout faire sans jamais prendre ses responsabilités. D'ailleurs, ça me fait penser à une des seules choses qui m'a vraiment beaucoup agacée dans le reportage, c'était les interviews. On avait de temps en temps, un peu comme dans Secret d'Histoire, de temps en temps des experts qui jalonnaient le reportage et qui donnaient leur avis, qui étaient en studio et qui avaient dû être interviewés, et puis de temps en temps on mettait des extraits de leurs interviews. Alors il y a eu Sandrine Rousseau, il y a eu Dora, pas Dora Muto, mais une autre Dora féministe, je ne sais pas quoi, une historienne du féminisme, et une 4e personne, j'ai oublié leur nom, à part Sandrine Rousseau, parce que comme je la connaissais, voilà, mais les 3 autres, j'ai oublié leur nom. Et alors là, pour le coup, féministe, radicale, pour le coup, leurs paroles, enfin rien d'intéressant. Autant le reste du reportage, bon, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a quand même un certain ton, une certaine objectivité. Enfin, en tout cas, voilà, on apprend des choses, etc. Autant les discours féministes prémâchés et bon, qu'on entend déjà toute la journée sur les médias, ça j'ai trouvé que ça n'avait aucune valeur ajoutée, aucun intérêt, et heureusement que tout le reportage n'était pas comme ça, parce que ça aurait été très agaçant. Bon, après il y a eu tout un passage sur la charge mentale, et ils sont notamment allés dans un foyer de 2 personnes, enfin d'une famille recomposée, un homme, une femme et 2 jeunes filles à la maison. Et voilà, on parle de charge mentale, de qui fait quoi, etc. Et puis, alors déjà, elle dit elle montre sa méthode, en fait, en gros, elle dit, je note les choses. Bon, c'est dans un fichier Excel, mais ça peut être sur un papier ou autre. Elle note tout ce qu'il y a à faire, comme ça, elle dit, après, je passe en mode automatique, ça libère de la place dans mon esprit. Ça, je vous en avais déjà parlé, c'est un peu ce que je fais aussi. Je note, dès que je pense à quelque chose ou s'il y a des choses à faire, je le note, et puis comme ça, j'ai pas cette charge de devoir tout le temps être en train d'y penser, de m'en souvenir, est-ce que j'ai pas oublié ci ou ça, voilà, tout est noté. Et puis elle est un peu, pas monotache, mais voilà, elle fait un peu automatiquement son truc au fur et à mesure, et voilà. Et en fait, il calcule dans la famille qui fait quoi, etc. Et en fait, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez biaisé.
parce que l'homme avait je sais pas si c'était le père des filles ou pas, mais on va dire l'homme de la famille n'avait pas l'air d'être gêné, enfin il avait l'air assez honnête, sa femme aussi à côté, enfin bon voilà, ok. Donc il disait assez honnêtement, non, ça je le fais jamais, ça je le fais très peu, ça, enfin oui, il reconnaissait volontiers ce qu'il faisait pas, enfin voilà, les jeunes filles aussi, les enfants, ils disaient bon, l'aspirateur, 2 fois 10 minutes dans la semaine, bon, ils comptabilisaient comme ça, puis on voyait évidemment, c'était quand même les parents qui avaient le plus de choses à faire, et ils disent donc que la dame a 2 fois plus de tâches ménagères à faire que son conjoint, en termes d'heures de travail, mais une chose, en fait, ils ont compté à part une des tâches ménagères, ils l'ont compté à part et comme si c'était pas important, comme si on s'en fichait, comme si c'était pas une charge mentale ni quoi que ce soit. Et en gros, bon, alors si on compte pas ça, bah voilà, la pauvre, elle fait 3 fois plus que son conjoint, etc. Bon, il y a un truc qui fait pencher la balance, c'est que lui, il sort le chien. Alors oui, effectivement, là, quand on compte, bah du coup, les heures mises bout à bout, bah il fait 2 heures de plus que sa femme. Bon, et parce qu'en fait, c'est lui qui sort le chien, donc dès qu'il arrive du boulot, il sort le chien, il s'occupe de vérifier que la gamelle est toujours remplie, l'eau, etc. S'il faut emmener chez le vétérinaire, si ceci, si cela, bon. Et c'est vrai que chaque jour, bah, le fait de sortir le chien, j'imagine qu'il le faisait aussi le matin, même si c'est une courte balade ou je sais pas quoi, mais bon, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, s'en occuper, etc. Et il disait, bah, c'est assez prenant, parce qu'en plus, un chien, ça n'attend pas, donc voilà. Bon, après, elle disait, oui, enfin, c'est bon, on a un jardin, enfin, sous-entendu, le chien se débrouille tout seul. Mais bon, si vous avez des chiens, vous savez bien qu'il est quand même important de les sortir. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi dans ces comptabilisations, puis surtout, ça m'a fait penser qu'en fait, toutes les tâches ménagères, enfin, c'est pas qu'elles sont pas considérées. Je comprends très bien qu'il y ait des tâches qui soient peut-être plus prenantes ou plus lourdes que d'autres, mais parce que par exemple sortir le chien, bah lui c'est sûr ça contribue peut-être à son bien-être parce que ça lui permet de faire une coupure quand il rentre du travail, ça le fait sortir, il est quand même content de le faire. Mais moi j'allais dire, vous voyez, c'est exactement la même chose avec le ménage en fait. Je suis tellement contente quand ma maison est propre et je suis tellement ça me vide l'esprit, soit j'écoute quelque chose, soit juste je laisse mes pensées vagabonder et en vrai c'est presque comme si j'allais me promener ou autre, enfin c'est vraiment, limite ça participe à mon bien-être. Donc voilà, il y a des tâches que ce soit pour les hommes ou pour les femmes qui nous détendent entre guillemets plus que d'autres, qui sont pas tellement lourdes en fait à porter. Et surtout, là où j'ai réagi un petit peu, c'est de me dire que finalement les féministes ne seront jamais contentes parce que au début, elles vont essayer de faire 50-50, ce qu'elles essayent de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire on répartit vraiment les tâches de façon tout à fait équitable, même s'il y en a un qui fait plus de bricolage, l'autre plus la cuisine ou autre, peu importe, mais en tout cas voilà, qu'en termes de temps, ça soit à peu près réparti, d'accord ? Et parce qu'il y a quand même des féministes qui commencent à réaliser que finalement c'est pas si grave que ça si elles font un peu plus de cuisine ou un peu plus de bricolage et que les maris font un peu plus la voiture et je sais pas quoi. Bon, elles le reconnaissent. Mais en fait, je pense que même si on atteint cette égalité, et bien après les féministes diront oui, mais il y a des tâches, certes c'est le même temps, mais c'est pas la même difficulté ou c'est pas le même, comme je le disais, voilà, c'est pas la même chose effectivement de, je sais pas, de cuisiner ou de faire les courses dans un supermarché rempli de gens ou d'aller promener le chien pendant 20 minutes tout seul dans la forêt. Bon, voilà, c'est sûr, je le comprends très bien. Après, ça dépend des caractères, etc. Mais tout ça pour dire que finalement, on n'arrivera jamais à une égalité parfaite. Et le mieux, c'est quand même d'avoir la bonne intelligence de s'entraider, de voir qui est bon pour faire quoi, qui ça ne dérange pas de faire ci ou ça. Et d'ailleurs, était mentionné par Sandrine Rousseau le fait qu'il y ait des tâches qui sont plus ou moins valorisées et plus ou moins valorisantes. Donc, elle disait, je sais pas, amener les enfants à l'école, jouer avec eux. C'est souvent les papas, enfin pas à l'école, mais à leurs activités extrascolaires, genre le week-end. Ah, c'est souvent les papas et ça c'est valorisé, c'est valorisant, alors que les femmes souvent leur reviennent les tâches beaucoup moins valorisées. Alors là après où je suis tout à fait d'accord, c'est faites attention à valoriser tout ce que font vos mamans, tout ce que font vos épouses, et c'est hyper important de leur montrer qu'en fait ce qu'elles font c'est super important pour l'équilibre de la maison, et plutôt que de dire maman fait rien, maman est toujours en vacances, et bien la remercier pour tout ce qu'elle fait au quotidien. Et je pense que ça devrait aussi être valorisé dans notre société, plutôt que de dire que les femmes au foyer ne font rien et que c'est pas important, et bien savoir aussi valoriser
toutes ces tâches parfois invisibles mais qui rendent bien service à tout le monde. Bon, après il y a eu pas mal de choses sur la contraception, alors qui était à la base, c'est vrai que j'avais pas trop réalisé ça, mais je sais pas si c'est tout à fait vrai ou pas, mais que c'était à la base vraiment pour les couples mariés qui avaient trop d'enfants. En tout cas dans le reportage c'est vraiment présenté comme ça pour ces familles qui ont déjà 5-6 enfants, la maman elle est épuisée, ils sont trop pauvres, tout le monde vit dans la même pièce, etc. Bon, en tout cas le reportage le présente vraiment comme ça en disant que c'était surtout voilà. Après, il y a tout un truc sur l'avortement, on voit Simone Veil à la tribune, ils expliquent la façon dont les lois ont réussi à passer, etc. À un moment, ils disent, les femmes, enfin, ou quelqu'un dans le reportage ou qui est interviewé dit, les femmes ont gagné le droit de s'occuper de leur corps. En parlant de l'avortement et de la contraception et du fait de pas avoir d'enfants ou de les tuer. Ben, en fait, c'est pas ton corps, c'est celui de ton enfant, techniquement. Mais voilà. Je fais juste un petit rappel au passage. Et, il parle aussi du fait que les femmes étaient plus heureuses à partir de ce moment-là, que c'était plus facile, etc. Plus heureuses, bah oui, on le voit aujourd'hui avec la consommation d'antidépresseurs, tous les burn-out et compagnie. C'est vrai que les femmes sont 1000 fois plus épanouies, 1000 fois plus heureuses qu'avant. C'est ironique, bien sûr. Il y a quand même des jeunes filles, parce qu'après il y a tout un débat, enfin le reportage avance sur le fait que maintenant, donc déjà c'était soi-disant donc une victoire, la contraception, mais qu'aujourd'hui on se pose la question effectivement de la contraception masculine pour que ça ne soit pas une charge qui revienne uniquement à la femme. Et certaines femmes dans des archives de ces années-là, quand la loi sur Neuwirth a été passée, disent oui, alors c'est libérateur, mais je pense qu'à force d'être libérateur, ça va finalement nous enfermer. Et en fait, c'était tout à fait par rapport à ça, le fait que c'était elle qui allait devoir porter cette charge-là. Et moi, je l'ai toujours dit, la contraception a libéré les hommes, n'a pas libéré les femmes. Ça a libéré les hommes de leurs responsabilités, du respect qu'ils devaient éventuellement aux femmes, ou des responsabilités qu'ils prenaient en ayant des relations intimes avec elles et en étant prêts à éventuellement accueillir un enfant. Ça n'a pas du tout libéré les femmes, loin de là. Il parle également effectivement des effets secondaires et voire fatals, létaux plutôt, de certaines pilules, etc. Bon, heureusement ça a été rappelé, mais même si ça n'avait pas d'incidence mortelle, enfin voilà, vous vous bourrez d'hormones tous les jours, bref. En 1990, j'ai noté ce chiffre, 65% des femmes prenaient la pilule, et aujourd'hui seulement 30%. Beaucoup de femmes, effectivement, à l'heure actuelle, se rebellent contre la contraception, sur le fait que ça peut abîmer leur corps, mais aussi que c'est une charge lourde à porter, une charge mentale, comme elles le disent, et qu'elles aimeraient bien que les hommes prennent davantage leurs responsabilités par rapport à ça. Il y a aussi des femmes qui préfèrent le stérilet ou des contraceptions plus définitives, ce que j'appelle des castrations ou des stérilisations, que ce soit la ligature des trompes chez la femme ou la vasectomie chez l'homme. J'ai appris en quoi consistait exactement une vasectomie avec moult schémas et explications du chirurgien, mais ça va, c'était intéressant. J'avais pas compris en quoi exactement constituait cette chirurgie, qui était interdite jusqu'à 2001, puisqu'effectivement c'était considéré comme une opération qui portait atteinte à l'intégrité physique de la personne. Ça, je ne savais pas non plus. Donc jusqu'en 2001, si j'ai bien entendu, c'était interdit. Il y en avait très très peu qui étaient faites. Déjà parce que c'était interdit, mais voilà, c'était vraiment des cas médicaux, c'était pas du tout pour de la contraception. Et même à partir de 2001, pas beaucoup, mais là ces derniers temps, il y a vraiment un pic, un boom, une explosion de ce genre d'opération pour les hommes qui donc veulent prendre leurs responsabilités. Mais je le rappelle, c'est une chirurgie qui est donc définitive. C'est comme la ligature des trompes, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Ensuite, il y a eu toute une dernière partie, j'allais dire, ou avant-dernière partie du reportage sur les violences. Alors, bon, je peux pas tout détailler, ça fait déjà presque une demi-heure que je parle. Les violences, alors il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, mais bon, qui mériteraient d'être analysées, mais elle parle beaucoup, les féministes interviewées parlaient beaucoup de violences systémiques. Alors, elle n'a pas dit violence systématique, hein, je pense que vous voyez la différence, mais quand même, le mot se ressemble un peu, et l'idée derrière est un peu la même, c'est la violence d'un système, c'est quelque chose qui est quasiment systématiquement subi par les femmes, en tout cas tous les chiffres, tout ce qui a été dit à ce moment-là du reportage, on a l'impression que tous les hommes sont des agresseurs et que toutes les femmes sont victimes de violences, et puis une fois de plus ont été mentionnées parfois les agressions sexuelles, mais en parlant de choses qui pour moi ne sont pas
Voilà, donc c'est encore une fois, ça j'en avais parlé, mais tout est mis sous la même étiquette, ça discrédite un peu tout le monde. Je ne dis pas que ce sont des choses innocentes non plus, mais bon, apprenons à mettre les mots justes derrière les réalités. Beaucoup de choses ont été dites sur le milieu de la publicité, ça c'est vraiment mais l'horreur. Un milieu de dégénérés, mais c'est comme le milieu d'ailleurs de cinéma, etc. Ce sont des milieux de dégénérés. Donc mesdames, si vous voulez être respectées, c'est triste à dire, hein, mais si vous voulez être respectées et si vous voulez un métier valorisé, valorisant et qui respecte la femme, eh bien ne travaillez pas dans ces milieux, tout simplement. Je sais pas si c'est triste à dire dans le sens ah bah oui mais ça nous ferme des portes, mais en fait non, c'est des milieux qui sont tellement pourris et gangrenés, mais qu'est-ce que vous voulez aller faire là-bas? Enfin moi je vois même pas l'intérêt. Donc voilà, il y a des choses assez dures qui ont été dites et des femmes qui ont subi des trucs vraiment pas drôles du tout. C'est une litote, enfin non c'est pas une litote, mais bon vraiment il y a des hommes qui sont vraiment des gros cochons. D'ailleurs après ils montrent des archives de pareil qui doivent dater des années 50, on interview des hommes sur le viol. Je vais pas répéter le mot parce que je vais être censurée par YouTube, mais en gros on leur demande est-ce que vous l'avez déjà fait, est-ce que vous avez envie de le faire, etc. Les réponses sont mais affreuse. Je sais pas si on met le même mot derrière la même réalité, mais je pense que oui, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même les mentalités qui ont évolué. Heureusement qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, parce que ne croyez pas que je brosse un portrait idéaliste ou tout beau, tout rose de ces années-là. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais j'étais quand même assez scotchée d'entendre certaines réponses. C'est vraiment à débecté, et d'ailleurs je savais pas que c'était un crime depuis seulement 1981, si j'ai bien entendu la date. Donc ça pareil, je trouve ça assez vraiment étrange, mais bon, peut-être qu'en commentaire vous saurez m'expliquer pourquoi. Et à un moment donné, on voit une prof anti-sexisme, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, formatrice, qui intervient dans une école de communication justement pour sensibiliser à toutes ces questions d'agression, etc. dans le milieu professionnel. Et donc tout le monde parle, dans les jeunes garçons, les jeunes filles s'expriment, posent des questions, etc. Et d'ailleurs on parle des femmes dans la publicité, pour le coup voilà, les vidéos ou les images qu'on peut voir, je vais pas m'étaler là-dessus, ça mériterait un podcast à part entière, mais c'est quand même gravissime. Et il y a un garçon qui se fait à moitié moquer par tout le monde, mais pourtant il dit quelque chose de vrai. Il dit le problème c'est qu'on ne sait plus quoi faire, on n'ose plus vous aborder. En même temps, si on veut quand même avoir votre numéro ou faire connaissance, faut bien qu'on vous parle. Et en même temps, on a peur de faire une bêtise, on a peur d'être considéré comme des harceleurs, etc. C'est vraiment l'horreur. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ricanent et qui disent « Ah, ça va, c'est pas non plus ça, t'exagères, etc. » Alors que lui dit « Non mais attendez, respectez ce que... » Voilà, vous vous rendez pas compte de ce qu'on vit en fait. Et en fait, c'est marrant quand les garçons expriment quelque chose, ils ont pas le droit de parole, ils exagèrent, etc. Alors que si une fille avait dit ça et que les garçons avaient dit « Oh, c'est bon, machin », ça aurait scandalisé tout le monde. Bref, donc j'ai trouvé son intervention courageuse et heureusement qu'il a osé dire quelque chose. Il y a eu aussi quelque chose sur les applications de rencontres, l'histoire du consentement, moi ça me fascine. La petite fille de la dame d'un certain âge interviewée au tout début de l'émission, sa petite fille Charlotte qui donc raconte une de ses agressions. Et elle dit qu'en gros elle a rencontré un gars sur Tinder, donc sur une application de rencontre pour les femmes et les hommes de mauvaise vie, je mets les deux dedans. Et en fait, elle dit qu'ils se sont rencontrés en vrai, qu'elle est montée dans son appartement. Je vais pas donner de détails, mais en gros, on va dire que c'était les préliminaires, et qu'en fait, il a voulu la forcer à faire quelque chose, lui prendre la main pour qu'elle le touche, mais bon, la forcer en fait à le toucher. Et elle était pas ok, et elle était hyper choquée. Et oui, pour moi, ça c'est déjà une agression. Non mais quand je vous dis qu'on met tout derrière ce mot, alors je dis pas qu'il faille forcer les femmes à faire quoi que ce soit, loin de là, bien sûr que non, ça n'est pas bien, mais d'un autre côté, vous êtes dans des préliminaires très intimes. Je comprends pas se mettre dans une telle situation, d'être avec un homme qu'on connaît à peine, on va chez lui, on fait des choses qui vont déjà assez loin, et puis après quand ça va passer le cran d'après, d'un coup on n'est plus d'accord et on n'est pas contente et on n'assume plus. Vous voyez, là il y a une histoire où le consentement, je trouve, alors autant il y a je suis d'accord, il y a des situations où effectivement,
le consentement n'était pas là et c'était une agression, etc. Et autant il y a des moments où c'est beaucoup plus flou cette ligne parce que c'est un peu un consentement tacite, on va dire, et quand les deux sont des adultes, se rencontrent et ont tous les deux envie de faire certaines choses, enfin bon, ça me paraît très difficile de mettre des limites très claires, très précises, de parler de consentement, d'agression. Enfin, je trouve que ça va assez loin. Alors, faudrait très certainement réfléchir à ce sujet parce qu'il y a des choses certainement qui ne doivent pas être faites et qui sont des agressions. On est bien d'accord, mais cette histoire de consentement est quand même très difficile à gérer, je trouve, à l'heure actuelle. Mais voilà, passons. Il parle de la femme objet. Alors j'ai écrit LOL à côté de mes notes, mais là j'étais vraiment affligée. J'avoue quand même plus le documentaire avançait, plus je me disais non mais c'est vraiment le pompier pyromane. C'est vraiment cette histoire de on veut tout, on veut le beurre, l'argent du beurre, on prend aucune responsabilité, etc. Et la femme objet, oui voilà. Bon, je veux dire les femmes aujourd'hui se considèrent elles-mêmes comme des objets, se montrent comme des objets, sont à moitié nues tout le temps, et puis après elles disent non mais ne me considérez pas comme un objet. Bon bah voilà, agis en conséquence. Bref, ça tant pis, je vous en parle pas. Et après il y a tout un petit passage sur la politique, le pouvoir, l'égalité salariale. Donc l'égalité salariale, on a eu droit à toutes les idioties qui sont dites à ce propos. Un chiffre qui pourra peut-être vous intéresser par rapport au pouvoir, à la politique. Ils ont parlé de la restauration. Ils disaient notamment que 81%... Non, pardon. 8%, j'allais dire 81% des chefs étoilés sont des femmes, mais c'est quasiment ça, sont des hommes. Mais en fait, c'est 8% des chefs étoilés qui sont des femmes seulement. Et évidemment, c'est un scandale d'après ces journalistes. Mais on parle, voilà, la politique, le pouvoir, c'est un domaine que les femmes essayent de conquérir de plus en plus. Et par contre, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, on suivait donc cette maman là qui avait fait, vous savez, le calcul des tâches ménagères, celle qui a deux filles et un conjoint là qui sort le chien. Et donc on l'a suivi dans son activité professionnelle, c'était coach pour les entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, enfin ceux qui se lancent un peu dans leurs activités. Et elle suit en parallèle, elle fait partie d'un groupe de femmes qui se réunit de temps en temps. Je sais pas trop comment elle s'appelle, mais c'était un groupe vraiment axé sur les finances et pour aider les femmes à un peu reprendre le contrôle de cet aspect-là de leur vie. Et il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites par les participantes, et notamment il y a une ligne qui dit en fait, quand on arrive, elle était avocate, elle dit quand on arrive dans le métier, qu'on est jeune, etc. Mais en fait, on a du mal à vraiment vouloir faire payer, à décider d'un honoraire, à déjà se demander un prix juste, voire augmenter ses tarifs de temps en temps, etc. Négocier des augmentations au bureau, enfin dans le cadre professionnel et tout. Et en fait, elles étaient assez lucides. Et c'est là que ça contredit tout ce qui est dit sur l'égalité salariale, mais c'est ce qu'on dit souvent, le petit écart, le seul petit écart qui reste pourrait s'expliquer notamment à cause de ça. C'est aussi le fait que les femmes n'ont pas la même capacité, ou même envie, ou je sais pas, talent, ou présence d'esprit, j'en sais rien, de négocier, de demander des augmentations, etc., de se rémunérer à leur juste valeur. Parfois, elles sont trop timides, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a plein de choses. Enfin, beaucoup de choses ont été mentionnées dans ce groupe de réflexion, mais j'ai trouvé ça intéressant que plutôt de se dire on est toujours victime, nanana, on pleure, et essayons de voir quels sont les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer et qui dépendent de nous, parce que là je pense que c'est peut-être une mentalité, est-ce que c'est une mentalité féminine ? J'en sais rien. Est-ce que c'est plutôt féminin d'avoir peur de négocier, de ne pas vouloir demander d'augmentation, ou quand on est j'avoue, moi, avec mon activité femme à part sur la boutique, etc., j'ai toujours du mal à demander un peu de, je sais pas, celle qui demande des ourlets, par exemple, pendant très longtemps, je les fais gratuitement, et voilà, c'est parce que j'avais du mal à demander des sous en plus aussi, même si c'est juste symbolique, et pareil, pour mes tarifs, il y a tout qui, je me fais taper sur les doigts par ma comptable, parce qu'il y a tous les tarifs qui augmentent de tissus, de transport, etc., enfin, toutes les matières premières, tous mes fournisseurs ou sous-traitants qui, en fait, augmentent beaucoup leurs tarifs, et en fait, moi je change pas les miens, je garde les robes toujours dans la même gamme de prix, les robes et les jupes, et c'est vrai que voilà, j'ai pas cette disposition d'esprit, cet esprit combattant, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai beaucoup de mal à demander plus, ou pareil, j'ai fait des conférences gratuitement pendant je ne sais pas combien de temps au tout début de Femme à part, parce que j'osais pas demander, et j'avais du mal à mettre une valeur, un prix sur mon travail, sur ce que je fournissais, etc., sur mon temps, etc. Donc
Est-ce que c'est féminin ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, plutôt que de s'en plaindre, je trouve ça génial d'avoir un groupe de soutien, de réflexion. Je crois qu'elle se lance des petits défis, etc. Et pour essayer d'avoir plus de clients, d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter leurs honoraires ou autre. Pas d'une façon, allez, ça y est, je veux devenir millionnaire et j'augmente tous mes tarifs. C'est pas du tout ça la démarche. C'est vraiment de dire, je prends conscience de ma valeur, de la valeur de mon travail. Je demande des augmentations si mon travail, enfin voilà, si je la mérite, etc. Et je trouve que ça, c'était vraiment une partie super intéressante. Et je pense que c'est un état d'esprit qu'on devrait beaucoup plus avoir et qu'on devrait beaucoup plus voir dans la société, même de la part des féministes, si elles considèrent qu'il y a vraiment un peu des défauts féminins ou des choses qu'on a plus de mal à faire, etc. Plutôt que de vouloir niveler par le bas ou que les hommes baissent leur niveau, essayons nous de mieux faire certaines choses, de nous professionnaliser, de nous former, etc. pour s'améliorer, tout simplement. Bon, puis après, évidemment, que serait un reportage de ce type si on ne voyait pas ou on n'entendait pas Simone de Beauvoir? Donc évidemment, on voit un extrait d'une de ses interviews à la fin où elle dit que elle soutient évidemment que les différences entre le masculin et le féminin sont uniquement culturelles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des cerveaux différents, des hormones différentes. Et que biologiquement, en fait, il y a tellement de choses qui nous diffèrent, mais ça, c'est la faute de la société. D'ailleurs, les livres qui pourraient vous intéresser là-dessus, c'est Le cerveau féminin. Ils sont dans la bibliographie du blog, donc vous allez sur femmeapart.com, vous les retrouverez. Il y a Le cerveau féminin, il y a Homme-Femme, ce que nous disent les neurosciences du professeur Écochard. Donc de mémoire, c'est les deux premiers surtout qui me viennent à l'esprit. Il y en a peut-être d'autres, mais n'hésitez pas à aller regarder la bibliographie. Le lien du blog est dans la description. Et puis pour les robes et les jupes de la collection Femme à part, c'est shop.femmeapart.com. Le lien est dans la description également. Je vous mettrai bien sûr le lien de ce documentaire de Zone Interdite. J'espère que ce podcast, cette analyse, c'est très succinct. J'ai pris ce qui m'a vraiment sauté aux yeux et je voulais pas être trop longue non plus, mais voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce documentaire. J'ai quand même vraiment appris pas mal de choses, donc je suis quand même contente. Au début, je partais surtout pour vous faire une analyse et j'espérais que j'allais pas trop, que ça allait pas trop me sortir par les deux oreilles, n'est-ce pas, pour rester poli et finalement non, j'ai quand même appris pas mal de choses et je suis contente aussi d'avoir décrypté certaines phrases, etc. et de pouvoir vous les restituer et peut-être vous intéresser à ces choses-là et vous apprendre aussi à analyser les choses et à ne pas les lire au premier degré ou toujours gober ce que disent les médias sans analyser, sans prendre un petit peu de recul. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire, j'ai essayé de bien tout noter, il y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit en regardant le documentaire, mais voilà, vous aurez déjà l'essentiel. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.